Vous voulez savoir comment faire un cluster de basculement avec deux hôtes Hyper-V en Windows Server 2025? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons donc paramétrer un cluster de basculement entre deux hôtes Windows Server Hyper-V 2025. L'objectif du coup de faire un cluster, c'est de pouvoir répartir les machines virtuelles entre deux serveurs et pouvoir basculer d'un serveur à l'autre pour les opérations de maintenance ou en cas de panne d'un des deux serveurs. Alors, comment on va faire ça? On a, dans la précédente vidéo, déjà paramétré un serveur Hyper-V, donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Et ensuite, on a paramétré un espace de partage disponible et accessible depuis ce serveur Hyper-V, ce qu'on appelle un LUN, qu'on a connecté en ISCSI, ce qui nous fait donc vraiment un disque partagé, présenté directement comme du stockage interne. Pour la suite de cette vidéo, je pars du principe que vous avez déjà installé un deuxième serveur Hyper-V, exactement identique au premier. Donc refaire toutes les manips qu'on a fait sur la première vidéo, puisqu'on veut deux nœuds dans notre cluster, donc deux serveurs différents, il faut qu'on ait deux fois le même, avec les mêmes paramétrages. Et qu'est-ce que ça va être les prérequis pour faire ça? Eh bien, le premier des prérequis, c'est déjà d'avoir les mêmes versions de Windows Server avec les bonnes mises à jour, pour éviter d'avoir des soucis de communication entre les deux serveurs. Donc moi j'ai bien deux serveurs Hyper-V 2025 avec les patchs à jour. L'autre prérequis, ça va être d'avoir Hyper-V installé sur les deux, forcément, et surtout d'avoir paramétré les commutateurs virtuels, donc les cartes réseau ou les switches virtuels, entre guillemets, de la même manière et avec les mêmes noms. Je m'explique, je vais tout de suite vous montrer. Si je vais sur mon premier serveur Hyper-V que j'ai ici, je vais sur le premier, juste là, et dans gestionnaire de commutateurs virtuels, on avait créé dans la première vidéo un commutateur WAN, un commutateur LAN, il faut que sur le deuxième serveur, vous ayez exactement les mêmes noms, et que ça corresponde physiquement au même réseau et au même VLAN. Parce que quand les machines virtuelles vont se déplacer d'un côté à l'autre, elles vont automatiquement réutiliser ces commutateurs virtuels-là, et donc elles vont se repérer par rapport au nom que vous avez mis là. Alors comment on va faire? Comment ça va se passer? La première étape, ça va être de respecter un des autres prérequis des clusters Hyper-V, c'est que les serveurs soient dans le même domaine d'authentification. Alors, même si depuis Windows Server 2025, on peut faire sans, pour le moment, la solution qui reste recommandée et la plus performante en termes de stabilité et de facilité de paramétrage, comme on pourrait le faire dans ce cadre-là pour un premier cluster, ça va être de mettre ces serveurs au domaine. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Je ne vous l'ai pas fait dans la vidéo. Si vous n'avez jamais mis de serveur au domaine Active Directory, vous aurez la petite carte qui va s'afficher où je vous montre comment faire. Donc n'hésitez pas à aller voir comment le faire. Mais donc l'objectif, c'est que vos deux serveurs soient dans le même domaine. Moi, j'ai déjà un domaine qui s'appelle geekadvisor.local. Et donc je suis placé, du coup, juste dans ce domaine-là. J'ai aussi mis une adresse IP fixe sur le serveur, donc je me suis mis en 10.21 pour le serveur 1, et je me suis mis en 10.22 pour le serveur 2. Comme ça, c'est facile à repérer, 21 pour le 1, 22 pour le 2. Donc voilà les prérequis pour la mise en cluster. Avoir les deux Hyper-V dans les versions identiques et dans les dernières mises à jour, dans les mêmes versions en tout cas de mise à jour, avoir les Hyper-V dans le domaine et avoir les Hyper-V avec les mêmes paramétrages de carte réseau, donc de commutateurs virtuels. L'étape suivante pour la mise en cluster, donc c'était la connexion du LUN, ce qu'on a fait dans la deuxième vidéo. Je vais juste reprendre avec vous ce que j'ai fait. Vous pouvez vérifier que vous en êtes au même stade. J'ai bien une connexion ISCSI vers un stockage partagé, donc moi c'est un NAS ici, vous ça peut être un SAN ou une autre marque de NAS, donc moi c'est un Synology dans ce cas précis. Et j'ai déjà connecté dans la gestion des disques, juste ici, un LUN de 10 Go pour faire le quorum. Mes deux serveurs y seront connectés, et c'est via ce quorum qu'ils vont vérifier l'un et l'autre qu'ils puissent continuer à se parler. Et j'ai aussi préparé déjà, mais pas encore initialisé, un autre disque, finalement, un autre LUN, mais donc c'est quand même un disque du point de vue de mon serveur, qui lui stockera les machines virtuelles. Donc, comment ça va se passer? À ce stade, on a tous les prérequis qui sont faits. On a deux serveurs Hyper-V identiques dans le domaine, on a un quorum connecté aux deux serveurs, je l'ai déjà connecté au deuxième serveur aussi, hein, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente. Et ensuite, ben, on va pouvoir simplement transformer, en tout cas rajouter la surcouche cluster à nos serveurs Hyper-V qui sont pour le moment des Hyper-V standalone, donc des Hyper-V tout à fait euh, basiques qui fonctionnent de manière totalement indépendante. Alors comment ça va se passer? Là, je suis sur mon serveur 1, comme vous pouvez le voir ici. Mon serveur 2, c'est simplement 2 à la fin, donc pas de complexité au niveau des noms. Je vais simplement ajouter le rôle
cluster de basculement, qu'on va retrouver donc sur rajouter des rôles, suivant. Là, je vais sélectionner le serveur. Alors, on pourrait rajouter directement le deuxième serveur et faire les deux en même temps. Donc on va faire suivant parce que c'est juste après la partie cluster de basculement. C'est une fonctionnalité pour être précis, j'ai dit rôle tout à l'heure. Et là, on le voit dans la liste clustering de basculement. On va faire ajouter des fonctionnalités et on va faire suivant, puis installer. Voilà, pendant que l'installation se fait sur mon serveur 1, je vais lancer la même installation sur mon serveur 2. Donc là, j'ai switché de machine virtuelle. Je vais simplement faire gérer, ajouter, dérouler fonctionnalités. Je vais faire suivant, suivant, et encore une fois suivant, juste ici, clustering de basculement. Je vais le cocher, on va faire ajouter les fonctionnalités, et on va faire installer. Comme ça, mes deux serveurs auront la surcouche pour gérer les clusters. J'en profite pour vous montrer sur ce serveur-là, donc je suis bien sur SRVP HV25GA2 en 192.10.22, et si je vais dans le gestionnaire Hyper-V, j'ai bien ici un serveur Hyper-V de manière classique, dans lequel si je vais voir les gestionnaires de commutateurs virtuels, j'ai bien un commutateur LAN, un commutateur WAN, comme pour l'autre. Donc le paramétrage est bien identique. Et voilà, après avoir patienté un petit peu, le cluster de basculement est installé sur mes deux serveurs. Je vais pouvoir l'exécuter du premier serveur, par exemple. Donc là, dans la barre de recherche, je vais taper gestionnaire du cluster de basculement. On peut le retrouver dans les outils d'administration. Et ici, on a donc une nouvelle console qui va nous permettre de gérer la partie clustering sur Hyper-V. Alors, comment ça va se passer? La première des choses à faire, ça va être de vérifier que la configuration de nos deux serveurs est optimale et fonctionnelle pour la création d'un cluster. Donc, on a tout en haut à droite la possibilité de valider la configuration juste ici. Et on va pouvoir faire suivant. On va pouvoir donner les noms de serveurs pour pouvoir faire la partie clustering. Donc, moi, je vous avais dit, c'est mes deux serveurs SRV-P-H25-GA, le 1 et le 2. Je vais simplement prendre les deux. Dans la recherche, j'ai tapé le début des noms de serveurs. Et voilà, donc j'ai bien les deux qui s'ajoutent. Et là, on va faire suivant. Et ce que je vous conseille de faire, c'est d'exécuter tous les tests. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez pas d'erreur. En tout cas, l'assistant va vous prévenir s'il y a des erreurs potentielles de configuration sur vos serveurs. Donc là, on va faire suivant. Ici, on voit tous les tests prévus, donc vous voyez, il y en a quand même pas mal. Et là, on va valider. Donc là, on va laisser faire les tests, et on va voir ensuite les potentiels avertissements ou erreurs qu'on aura. Et voilà, après quelques minutes, on voit que les deux serveurs, les deux nœuds, puisque du coup, dans un cluster, nos serveurs deviennent des nœuds, sont validés. On voit les résultats des tests qui sont tous réussis. Et on peut voir simplement qu'on a des alertes, dans mon cas, sur la partie pilote non signé. Pourquoi? Parce que je fonctionne avec des serveurs en virtualisation embarquée. En fait, moi, je suis déjà sur un serveur Hyper-V qui virtualise deux serveurs Hyper-V. Donc, d'où cette erreur ici. Et on voit aussi que j'ai un serveur qui est en attente d'un redémarrage pour finaliser une mise à jour. Voilà. Donc, il n'y a rien de très très grave. Donc, on peut continuer et faire terminer. Donc vu que la configuration du cluster est OK, on va pouvoir simplement créer le cluster maintenant. Donc on va aller sur créer un cluster juste ici ou en haut à droite comme on veut, on peut faire suivant. On peut reprendre les deux serveurs qu'on a vus tout à l'heure. On va dire, on va devoir créer un nom DNS et une IP qui va permettre d'administrer les deux machines virtuelles finalement via le cluster. Alors c'est pour ça que j'avais pris 21 pour Hyper-V1 et 22 pour Hyper-V2, j'ai l'habitude de faire comme ça, et de prendre du coup 20 pour l'IP du cluster qui regroupe du coup mes deux serveurs. Donc on va déjà devoir lui donner un nom DNS, je vais l'appeler par exemple cluster HV25, comme ça on sait que c'est mon cluster d'Hyper-V 2025, et sur mon réseau 192.10.0/24, je dois lui donner une IP, je vais prendre donc l'IP 10.20. Là on a bien les deux nœuds. On voit bien que le cluster va être inscrit dans mon domaine Active Directory, comme je vous disais tout à l'heure, c'est nécessaire du coup d'avoir un domaine Active Directory, en tout cas c'est recommandé à ce stade. On pourrait se poser la question en termes de cybersécurité, est-ce que ça crée pas des problématiques, en tout cas des portes d'entrée, d'avoir les serveurs Hyper-V dans le domaine Active Directory, et si c'est le cas, il y a une bonne pratique qui peut consister à créer un domaine dédié pour le cluster. Donc là, je suis en labo, moi j'ai rejoint mon domaine Active Directory classique, mais on peut tout à fait faire un domaine avec deux serveurs Active Directory où les deux seules machines virtuelles membres sont mes machines du cluster. Comme ça, on a un domaine pour le cluster et on a un domaine pour la gestion quotidienne de nos serveurs. Là, on va faire suivant. Voilà, après avoir patienté un petit peu, l'installation s'est faite correctement, on peut faire terminer juste ici. Et cette fois, on a bien
le cluster qui est créé. On a bien les rôles de cluster ici, donc on verra tout à l'heure comment ça fonctionne. On a les nœuds, où on retrouve nos deux serveurs, avec sur quel site ils se trouvent et sur quel IP ils se trouvent. Et on a les différents stockages. À ce stade, on a simplement le stockage du quorum, celui qu'on va voir ici, le disque témoin dans le quorum qui s'est créé là. Et si je retourne voir sur mon disque, directement dans ce PC, si je vais dans quorum maintenant, on peut retrouver ici un dossier cluster avec finalement les fichiers qui vont servir à faire la communication entre les deux. Donc là, mon quorum est bien créé. Maintenant, on veut pouvoir créer l'espace de stockage partagé pour les machines virtuelles. Donc je vais pouvoir mettre en ligne le deuxième LUN qu'on avait créé. Donc je vais retourner dans la gestion des disques juste ici. Je vais redescendre. Et ici, on voit le deuxième LUN que j'avais créé. Je vais faire en ligne, bouton droit en ligne. Et ensuite, bouton droit initialiser. On va ensuite le formater en faisant un nouveau volume, juste ici. On va prendre tout l'espace. Et je vais l'appeler cluster cette fois-ci, celui-ci. Je vais faire terminer. On va attendre que ça se formate. Et maintenant que c'est fait, la suite se refait côté gestionnaire de cluster. On va faire ajouter un disque juste en haut. On va faire ensuite disque du cluster juste ici. On va faire OK. Et ensuite, bouton droit, ajouter au volume partagé de cluster. Sur la droite. Voilà. Et voilà. À partir de ce stade, c'est un volume qui est capable d'être utilisé par nos deux serveurs. On voit ici dans le nœud propriétaire d'ailleurs que c'est passé sur mon deuxième serveur. Hein. C'est GA2 qui est devenu propriétaire de la partie stockage, alors que j'ai tout fait du disque 1. Si je vais dans ce PC, dans disque local C, maintenant j'ai un nouveau répertoire qui s'appelle Cluster Storage, où on retrouve ce volume, qui est du coup au même endroit pour mes deux machines. Si j'allais sur Hyper-V2, ça serait exactement au même endroit pour le coup. Et en fait, les deux font référence du coup exactement au même LUN, et accessible des deux machines en même temps. Bon ben à ce stade, j'ai bien créé un disque accessible pour mettre mes VM, bah, j'ai plus que finalement à créer une machine virtuelle que je vais pouvoir placer à cet endroit-là. Alors, comment ça va se passer? Ce que je vous conseille de faire, bah, c'est déjà de mettre vos ISO à cet endroit-là, parce que si vous mettez des ISO dans des machines virtuelles et que l'ISO n'est pas disponible quand vous basculez la VM d'un serveur à l'autre, bah, la VM ne pourra pas démarrer puisqu'elle fait partie des ressources nécessaires. Donc je vais aller, moi, sur le premier Hyper-V qu'on avait créé, et je vais simplement aller récupérer les ISO qu'on avait déjà préparés. Donc je vais prendre un Windows Server 2022 standard, et dans mon répertoire Cluster Storage, je vais pouvoir aller ensuite dans Volume 1, et faire un nouveau dossier où je vais pouvoir aussi placer mes ISO comme sur mes serveurs. Donc là, je vais aller juste là, et je vais copier le Windows Server 2022 standard depuis mon Hyper-V 1 vers mon LUN sur mon Synology finalement. Chez moi, c'est ça. Mais je fais tout depuis mon serveur Hyper-V, puisque le stockage est présenté comme si c'était du stockage interne. Donc pendant que ça copie, je vais aller dans la partie rôle. La partie rôle, dans la partie clustering, en fait, c'est là où on va voir ce que nos différents serveurs font et ce qu'on est capable de répartir entre les serveurs. Donc nous, on va principalement faire des ordinateurs virtuels qu'on va répartir entre les deux serveurs. Alors comment ça va se passer? Ordinateur virtuel juste sur la droite. On va pouvoir créer un nouvel ordinateur virtuel, comme on le ferait sur Hyper-V. On va pouvoir dire sur quel serveur on le crée en priorité. Alors, je vais par exemple en créer un sur mon serveur 2 pour vous montrer, alors que je pilote depuis le 1 pour le coup là. On va faire OK. Et là, ça m'ouvre l'assistant pour créer un ordinateur virtuel de manière classique. Je vais pouvoir créer, on va l'appeler Windows Serve Test, parce que je vais simplement installer Windows Server dessus, on va mettre une IP, on va faire un test de ping et on va voir que ça bascule. Et c'est là où ça va se jouer, c'est que déjà il va falloir stocker l'ordinateur virtuel sur le répertoire partagé, sur la partie cluster, sur le LUN partagé. Donc pas sur le chemin par défaut que j'ai spécifié dans mon Hyper-V, mais bien sur le disque local C, Cluster Storage, volume 1. Et ici, juste pour faire un nouveau dossier, il faut que je passe en direct par l'explorateur. Donc on va faire juste ici un nouveau dossier, on va l'appeler Virtual Machine, parce que c'est là-dedans on va mettre les machines virtuelles. Voilà, le Virtual Machine apparaît, on va le sélectionner, on va faire sélectionner un dossier. Et ensuite, on fait le paramétrage classique de notre machine virtuelle, donc génération 2. On va mettre, je vais mettre simplement 2048 de mémoire parce que, comme je vous l'avais dit, je suis en Hyper-V embarqué, j'ai pas mémoire illimitée. On va mettre la carte réseau, donc moi ça va être du LAN. Et après on va faire pareil pour le disque dur. Donc de la même manière, on va créer un répertoire où on peut mettre les disques VHD. On va faire parcourir. On va retourner sur le cluster storage, volume 1, VHD cette fois. On fait sélectionner un dossier.
Et là, mon Windows Server Test est là, on va lui mettre 51 Go, ça suffira largement. Et pour l'installation, comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir récupérer l'ISO que j'ai copié, toujours dans Cluster Storage, volume 1, ISO, et cette fois mon Windows Server 2022 standard. On va faire suivant, terminer. Et voilà, on a bien un serveur qui s'est rajouté ici, une machine virtuelle qui s'est rajoutée ici, et je vais vous montrer déjà, avant même qu'on lance l'installation, que si j'ouvre Hyper-V sur mon serveur 1, il n'y est pas. J'ai simplement une machine virtuelle que j'avais faite dans la précédente vidéo, qui nous servira tout à l'heure, je vais vous montrer comment importer une machine virtuelle existante dans le cluster. Mais on voit bien que là, j'ai pas d'autres machines virtuelles. Et là, en même temps, on peut voir qu'on peut respecter facilement une recommandation de Microsoft qui est de ne pas intégrer les serveurs Active Directory au cluster. Vous avez vu, le cluster, il repose quand même sur Active Directory, on peut se retrouver dans une situation où, en fait, on ne pourrait plus démarrer nos serveurs Active Directory s'ils sont dans le cluster, parce qu'en fait, on n'a plus accès à la partie DNS, et donc on se retrouve dans une boucle où on est coincé. On n'a plus de DNS qui fonctionne, donc j'ai plus de cluster qui fonctionne, et vu que j'ai plus de cluster qui fonctionne, je peux plus relancer mes DNS. Donc mes Active Directory, c'est très important qu'ils restent sur mes Hyper-V en standalone comme c'est le cas ici. Vous voyez là, ce serveur-là, qui a un AD fictif, il est bien sur l'Hyper-V en direct, et si je retourne dans le cluster de basculement, il n'y est pas, il n'existe pas. Donc on peut tout à fait continuer à faire des machines virtuelles en standalone sur nos Hyper-V, même s'ils sont membres d'un cluster. Et donc je reviens sur la partie Windows Server Test qu'on a créé, vous voyez qu'il n'est pas là. On va pouvoir faire ici dans Gestionnaire Hyper-V, je vais pouvoir rajouter le deuxième serveur, comme ça on va pouvoir d'un seul endroit piloter les deux et regarder un peu ce qui se passe en direct sur les serveurs. Donc je rajoute simplement là mon deuxième serveur, le GA2. Et si je vais voir sur GA2, on voit que le Windows Server Test, il est apparu. Donc on voit bien qu'il a été créé sur l'Hyper-V2, mais on verra après que grâce au cluster de basculement, je pourrais switcher de l'un à l'autre sans aucun problème. Et on peut continuer donc à faire des VM de manière autonome, comme c'est le cas ici. Donc là, si j'étais en prod, j'aurais un serveur AD qui serait sur HV1, un serveur AD qui serait sur HV2, et je ne les mettrais pas membres de la partie clustering. Donc là, je vais retourner dans le cluster, on va simplement démarrer la machine virtuelle, sur la droite, redémarrer, et on peut cliquer sur connecter, et ça va nous ouvrir la connexion comme si on était en direct sur Hyper-V. Juste éteindre pour pouvoir réussir à appuyer sur la touche de démarrage. Et maintenant, je vais lancer une install de Windows Server classique. Je vais la faire hors vidéo. Si vous avez besoin, je ferai une vidéo ultérieurement sur comment installer Windows Server, mais je pense que si vous êtes là, ça devrait se passer sans souci. Et dès que c'est terminé, on va faire des tests de fonctionnement du basculement. Et voilà, l'installation de Windows Server qu'on a mis sur le cluster est terminée, comme vous pouvez le voir à l'écran. J'ai simplement mis une IP et désactivé le pare-feu juste pour des fins de test, l'objectif étant de vous montrer qu'on peut continuer à pinguer la machine pendant les basculements. On va commencer par faire un simple ping vers la machine depuis mon serveur Hyper-V1, on va vérifier que ça fonctionne. Donc je lui ai mis une IP en 192.168.10.23, on va faire un -T, comme ça on voit que ça continue. Donc c'est la machine que j'ai ouverte d'ici, on a bien en 10.23, bon il n'y a rien d'autre qui est fait dessus, elle est vraiment de base. Et si je laisse ce ping tourner, on va pouvoir voir juste ici que le nœud propriétaire actuel de mon Windows Server Test, c'est mon serveur Hyper-V25 GA2. Je vais pouvoir basculer, admettons que vous soyez en opération de maintenance, je vais pouvoir basculer mes machines virtuelles d'Hyper-V2 à Hyper-V1 en quelques clics. Si je clique ici sur Windows Server Test, j'ai ici déplacé, et on a migration dynamique ou migration rapide. Migration dynamique, alors c'est Live Migration en anglais, là on comprend mieux à quoi ça sert. Live Migration, il n'y a pas de coupure tout simplement, on va faire pour qu'il n'y ait aucune coupure. Ça c'est quand on sait qu'on peut faire manuellement les migrations. On va simplement copier l'état de la machine virtuelle d'un serveur à l'autre pour qu'il n'y ait aucune coupure. Donc on va le faire, on va faire migration dynamique, et on va faire sélectionner un nœud juste ici. On va le faire vers le 1, et en parlant que ça se déplace, je vais vous montrer que le ping ne coupe pas. Là, on voit que la migration dynamique est en cours. Elle est passée à 59%. On est passé sur SRV1. J'ai eu une petite interruption de service. Parfois, on la voit même pas pour le coup. Là, cette fois-ci, elle est quand même passée. J'ai pas eu de coupure de la machine en tant que telle. Si je retourne maintenant sur mes Hyper-V en direct, on voit que Windows Server Test, il est passé sur mon Hyper-V 1. Et si je me connecte à la VM, je peux passer par ici. J'ai pas eu de redémarrage. Je suis reparti exactement au stade où j'étais avant. Vraiment aucune coupure, à part une petite latence finalement avec un petit ping qui coupe. À côté de ça, on a aussi les migrations rapides. Je retourne sur la partie cluster. Alors la partie migration rapide, quick migration, là on s'embarrasse pas, on va dire, de l'état de la machine virtuelle. Vraiment, on la déplace
d'une manière pas propre finalement. Donc là, si je fais migration rapide, sélectionner un nœud et que je repasse sur le serveur 2, je remets le ping à côté. Là, on voit que la machine, elle est enregistrée. On va vraiment enregistrer l'état de mémoire. On voit que du côté de la VM, ça coupe d'une manière un peu plus longue. Et on va redémarrer la machine de l'autre côté. Donc on voit que là, on a une coupure un peu plus longue, un peu plus franche. Donc c'est vraiment une solution de migration seulement quand on ne peut pas faire une migration dynamique. Donc vous pourriez être tenté de vous demander pourquoi on ne ferait pas que des migrations dynamiques, donc des live migrations. Bah, simplement imaginez un moment où votre hôte serveur ne répond plus assez vite ou ne répond plus. Pour que la live migration fonctionne, il faut que les deux serveurs puissent parler entre eux. La migration rapide, elle sert à pallier au moment où vous avez un serveur qui est en panne ou qui est devenu trop lent. Donc on n'a plus le choix finalement de devoir se dire bah tant pis, on va faire une migration un peu moins propre et déplacer la VM. Bon, et du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant si on a carrément un crash de serveur? Parce que là, on a vu que pour les opérations de maintenance, c'est assez pratique. D'ailleurs, je vais en même temps en profiter pour vous montrer une solution au cas où vous devez déplacer plein de VM en même temps. Vous pouvez carrément aller sur les nœuds et juste ici, sur un nœud, en particulier faire par exemple pause et faire drainer les rôles. Si vous faites ça, bah, tout ce qui était sur le nœud en question va basculer sur l'autre, et ce nœud-là va être en pause. Ça vous permet, pendant le temps d'une mise à jour, par exemple, sur le deuxième nœud, bah, en un clic d'avoir tout basculé, et après, bah, on peut faire tout à fait dans l'autre sens. Donc très pratique pour les opérations de maintenance. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si le nœud 2 tombe en panne? Là, jusque-là, c'est nous qui contrôlons les événements, tout se passe bien. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si le nœud 2 il est vraiment complètement HS, il coupe d'un coup? Ben, on va le faire en live aussi. Là, j'ai la VM, si je retourne dans les rôles, qui est toujours sur l'hyper-V2, juste ici. Et j'ai toujours les pings qui fonctionnent bien. Moi, en parallèle de ça, je vais couper l'hyper-V2, mais vraiment à l'arrache sur mon propre hyper-V à moi. Hein. Donc, comme je vous ai dit, c'est de l'hyper-V embarqué. Et on va voir bah, ce qui se passe tout simplement. Voilà, donc là, j'ai lancé une extinction brutale de l'hyper-V2. On voit que du coup la VM ne répond plus. Et on va voir qu'assez vite, le cluster, donc l'hyper-V1 va se rendre compte quand même que, si je retourne dans les nœuds, qu'il y a un souci avec hyper-V2. Alors, c'est pas instantané quand même. Pourquoi? Pour éviter ce qu'on appelle des situations de split brain. Situation de split brain, c'est quand les deux nœuds du cluster pensaient qu'ils ne pouvaient plus parler ensemble et commencent à démarrer chacun les VM de l'autre. Et là, on se retrouve avec une problématique, c'est qu'on a toutes les VM de chaque côté démarrer en même temps, et on ne sait plus quelle est la bonne version finalement, qui a travaillé sur quoi et comment ça va fonctionner. Donc, par défaut, il y a des temps limites avant que les machines virtuelles basculent, pour éviter, en tout cas pour minimiser le risque de split brain. C'est 4 à 5 minutes par défaut sur un cluster Hyper-V 2025 en tout cas. Donc là, il va falloir qu'on patiente les 4 à 5 minutes pour que la VM bascule finalement. Alors on peut le régler, mais c'est pas forcément une bonne chose, comme dit, encore une fois, pour éviter le split brain. Donc là, on voit déjà qu'il est passé en isolé. Hein. On voit quand même que le serveur, en tout cas que le cluster, a remarqué qu'il y avait un souci avec le serveur 2. Mais si je retourne dans les rôles, eh ben pour le moment, la VM, elle est en non contrôlée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contrôle dessus, on ne sait pas trop ce qui se passe du point de vue du cluster. Et on va voir, du coup, là on l'a lancé il y a maintenant quelques temps, la coupure, mais on va voir que quand ça fera quasiment 5 minutes, elle va basculer sur le serveur. En parallèle, pendant que ça se fait, ce que je pourrais vous montrer encore, c'est comment on importe une machine virtuelle existante, au cas où vous transformez un serveur Hyper-V en cluster. Ça se fait dans configurer un rôle. Ici, on va voir ordinateur virtuel dans la liste. Et là, ben, je vous avais dit que j'avais déjà une machine de test serveur AD, donc je vous ai dit en prod on fait pas ça, mais là l'idée c'est juste de vous montrer. On va le cocher, on va prendre ce serveur-là, et on voit du coup qu'il est passé en haute disponibilité automatiquement. Simplement, si je vais dans les propriétés de cette machine-là, je vais voir qu'elle est stockée actuellement sur E, et pas sur mon stockage du cluster. Donc il va quand même falloir que je mette son stockage dans la partie clustering. Bah, ça peut se faire en quelques clics, simplement ici, toujours dans déplacer, mais cette fois dans déplacer stockage de l'ordinateur virtuel. Donc on va faire ça, et ici, on peut très facilement associer les différents chemins de chacun des répertoires au nouveau chemin du cluster. Là par exemple, mon serveur, mon VHD de mon serveur, je vais pouvoir le mettre ici et le glisser dans VHD. Pour l'ISO, il faudra aller changer directement dans les propriétés de la machine virtuelle. La partie point de contrôle, eh bien, on va la déplacer dans Virtual Machine. Pagination intelligente, c'est pareil. Et configuration actuelle, c'est pareil. Et on voit les nouveaux chemins, et donc pour ISO, il ne faudra pas oublier d'aller modifier directement dans les paramétrages de la machine. Et quand on va faire démarrer, ça va lancer la copie, et une fois qu'on aura fini de copier, on sera dans la bonne configuration.
Là, je vais pas le faire, c'était vraiment juste pour vous montrer la manipulation. Et voilà, du coup, après avoir patienté les quelques minutes, on voit que automatiquement le serveur a basculé sur le serveur 1. On voit que le nœud 2 est cette fois il est passé en hors service, donc de manière automatique, avec le temps d'attente que je vous disais. Et on voit que le ping est revenu et que mon serveur refonctionne. Donc là, j'ai eu un redémarrage complet parce qu'on a vraiment eu une extinction à l'arrache. Donc là, je peux encore redémarrer le serveur 2 et on pourrait rebasculer la machine virtuelle et on pourra refaire l'opération dans l'autre sens. Ce qui serait l'objectif du coup d'un cluster, hein, de pouvoir repartir une fois que le nœud est à nouveau fonctionnel. Voilà, donc on a pu balayer ensemble les différentes fonctionnalités du cluster de basculement Hyper-V et comment le paramétrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me suivre pour en voir d'autres. On continuera à aller plus loin sur la partie Hyper-V, notamment sur comment sauvegarder Hyper-V avec Vim Backup et Réplication, donc comment sauvegarder un cluster avec Vim, et aussi comment mettre en place différents chemins d'accès au stockage ISCSI avec MPIO. N'hésitez pas à me suivre du coup pour voir les prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous dis à bientôt.